Avec un camp d'entraînement complet du côté de Makhachev et de Volkanovski, on a vu un combat très serré, mais là, sans camp d'entraînement complet pour Volkanovski, je me pose des questions. Si même Dana White n'est pas sûr que le combat ait lieu, je suis pas très rassuré pour Costa. Ah mais là, clairement, Chandler, il en peut plus, il veut son combat contre McGregor, il arrête pas de le teaser et j'espère pour lui qu'il va pas être lésé à la fin de l'histoire. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mercredi 11 octobre et c'est le moment MMA. Et voici la photo du jour, la sale blessure de Charles Oliveira qui le force à déclarer forfait pour son combat qui était prévu dans 10 jours contre Islam Makhachev. Mais tout d'abord, salut à tous et j'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle du jour, vous n'avez pas pu passer à côté. On l'a appris ce matin au réveil, pour nous en Europe et en France plus précisément. Dana White a donné une conférence de presse hier suite au Dana White Contender Series et il a annoncé que Charles Oliveira ne combattrait pas Makhachev. Il s'est blessé à l'arcade, alors il a expliqué que c'était pendant un sparring au 5e round, il a pris le coup et du coup la blessure l'empêche de combattre. Il devait prendre l'avion aujourd'hui, donc forcément ça se fera pas. Il a aussi annoncé que Volkanovski prenait le combat. Alors vraiment, il a fait les louanges de Volkanovski. Parce que, alors c'est un peu bizarre, Dana White, il avait l'air remonté contre Oliveira, mais pas forcément pour la blessure. J'ai l'impression qu'il est remonté parce que la team Oliveira a vendu la mèche avant Dana White. Alors Dana White, il dit oui, c'est eux qui ont annoncé, ils savent pas tenir leur langue, il a fallu qu'ils disent qu'Oliveira était blessé. Et que du coup Volkanovski prenait le combat, alors que moi je devais l'annoncer dans quelques heures. Il dit ouais, c'est pas correct, à Abu Dhabi, on est en plein milieu de la nuit, les gars ils vont se réveiller et puis ils vont apprendre que Oliveira est out et que Volkanovski prend la place. Bon, c'est pas faux, ce qu'il dit c'est vrai, et puis il en glisse une petite en disant oui, moi on m'a appelé, en tout cas la team Oliveira nous a appelé une fois qu'il était blessé forcément, mais aussi une fois qu'ils avaient fait la réparation, une fois qu'ils avaient mis les agrafes. Normalement le protocole c'est qu'ils nous appellent nous d'abord et nous on peut voir si on n'a pas quelqu'un sur place qui peut lui faire une bonne opération, peut-être passer par l'intérieur, recoudre par l'intérieur, il disait. Alors, est-ce que ça aurait sauvé le combat? Je sais pas. Est-ce que Dana White dit ça pour un peu plus enfoncer le clou sur la team Oliveira? Parce que je crois qu'il l'a vraiment mauvaise contre eux. Et puis, quelques instants après, t'as un journaliste qui lui dit mais du coup, c'est quand même bien, t'as Volkanovski qui prend le combat. Déjà, est-ce que ça a été dur de négocier? Et puis surtout, on a fait le match aller en Australie chez Volkanovski. Là, on fait le match retour, on peut dire chez Makhachev à Abu Dhabi. Et là, Dana White, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il dit ouais, c'est vrai. J'ai même pas eu besoin de négocier. Volkanovski, je l'ai appelé, il m'a dit oui direct. Il dit tu sais, Volkanovski, Israel Adesanya, c'est vraiment des bons gars. Donc tu sens que là, je pense que la team Oliveira va en entendre parler et j'espère pour Oliveira quand même que c'est pas un adieu à la ceinture. J'espère quand même qu'il aura de nouveau sa chance parce que c'est un peu dur pour lui s'il doit ne plus jamais avoir sa chance. En tout cas, son prochain combat pour moi devrait être pour la ceinture. Imagine on lui donne un autre prochain combat contre je ne sais qui et qui perd. Bah alors là, à son âge, voilà, il a pas non plus des dizaines de combats devant lui, même s'il a l'air increvable et qu'il monte en puissance avec le temps, ça serait quand même compliqué. Donc voilà, Volkanovski, moi, je suis content qu'il ait sa revanche. J'aurais préféré qu'il l'ait avec un camp d'entraînement complet, forcément. La première fois, les deux avaient eu un camp d'entraînement complet, ça avait été très serré. Cette fois-ci, Volkanovski n'a pas le camp. Alors vous allez me dire, Makhachev non plus, c'est un short notice pour lui. Oui, ok, mais il a quand même son camp d'entraînement dans les pattes. Et puis Makhachev, franchement, je pense que peu importe l'adversaire, il va imposer son game. Son game, ça va être le takedown, le sol, la lutte, essayer de soumettre. Makhachev, il a un peu tout le temps le même game plan, tu vois, là c'est plus à Volkanovski de s'adapter. C'est quand même pas facile de manœuvrer un mec comme Makhachev. D'ailleurs, Makhachev, il a tweeté « Respect à toi, Volk, pour prendre le combat, mais maintenant j'espère que le short notice ne te servira pas d'excuse à la fin du combat. » Bon, c'est marrant, c'est un petit pic. Et puis Khabib aussi s'est exprimé, il a fait une vidéo où il dit « Voilà, nous, peu importe, que ce soit Oliveira, Makhachev, peu importe, nous, n'importe qui, tant que tu fais 155 livres et que tu viens nous combattre, nous, on est prêts. » Il a dit « Même si King Kong pouvait faire 155 livres, on accepterait de le combattre, nous, on est prêts. » Bon, c'est une bonne mentalité. Après, il ajoute tout le monde sait qu'on a bien battu Volkanovski, même sa team le sait, c'était pas une split décision, c'était une vraie décision unanime. Ils savent qu'on a été meilleurs qu'eux, maintenant, j'espère qu'ils sont préparés. Alors c'est sûr que c'est pas facile pour Volkanovski. Après franchement, voilà, j'ai vu du coup tout le monde a ressorti des anciennes vidéos de lui où il disait faut prendre ta chance quand elle se présente, il faut y aller, il faut foncer, il faut pas avoir de regrets. Bon là clairement au moins il back up ses mots. Et puis dans cette histoire, donc Charles Oliveira sur le côté doit être dégoûté, mais il y en a deux autres qui doivent être bien dégoûtés, à commencer par Gamrot, qui nous avait teasé sur Twitter un see you in Abu Dhabi, et quelques heures après on apprenait que c'était lui le backup en cas de blessure entre Oliveira et Makhachev. Finalement, Gamrot, on n'en entend pas parler, c'est Volkanovski qui a le spot. Et puis pareil, Ilias Topuria, il y a quelques jours à la télévision espagnole, il avait dit que c'était quasiment signé entre lui et Volkanovski pour le titre poids plume au mois de janvier, à l'UFC Toronto, si je dis pas de bêtises.
Alors lui, pour le coup là, Volkanovski, après le combat qu'il va faire là au mois d'octobre, je le vois pas revenir dès le mois de janvier, hein. Même s'il est très actif, ça me semble compliqué. Donc Topuria, il va devoir attendre un petit peu. Et puis voilà, ça va être pareil pour Gamrot. Et donc voilà, ça fout un peu le bordel dans deux divisions en même temps. D'un côté, après, voilà, c'est une revanche, pourquoi pas. C'est du dernier moment. L'UFC a mis un faux plan à Gamrot. Je pense que de toute façon, c'est pas la première fois qu'ils font ça à un combattant, à mon avis. On n'était peut-être pas au courant. Mais c'était la grosse nouvelle du jour. Vous n'avez pas pu passer à côté. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis là-dessus. Puisqu'on est sur l'UFC Abu Dhabi, on y reste. Vous savez, je vous ai parlé de la blessure de Paulo Costa. D'ailleurs, il y a un auditeur qui me dit ouais, est-ce que tu penses que ça pourrait être du bluff? Franchement, je pense pas, surtout que Dana White en a parlé cette nuit. Alors déjà, hier, il y a Costa qui a répondu à Alan Jouban en lui disant ouais, j'ai bien la même blessure que toi. Et Jouban lui a dit bah écoute, je te souhaite un bon rétablissement, j'espère que ça va tenir. Et puis Dana White, cette nuit, on lui a posé la question et il a dit oui, Paulo Costa, il a été opéré il y a 3 semaines. Son combat contre Chimaev, là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. On devrait avoir des réponses dans quelques heures. Donc là, je te tourne la vidéo, il est 14h, elle va sortir à 17h. Peut-être qu'à 18-19h, on va avoir des nouvelles. Si c'est ça, je t'en parlerai demain, hein. Mais voilà, il y en a beaucoup d'entre vous. Je vous remercie, hein, notamment, là, j'ai Benoît, mais il y en a d'autres qui m'ont dit que Kamaru Usman était prévu comme backup pour le combat. Alors, j'étais pas du tout au courant. Dana White n'en a pas parlé cette nuit, mais comme vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, je suppose que l'info elle est vérifiée. Et alors, vous voyez, c'est dingue, hein, qu'un co-main event ait un backup fight. Moi, j'ai jamais entendu ça, un backup fighter, pardon. J'ai jamais entendu qu'un co-main event, il y avait quelqu'un de prévu, qui allait faire la pesée, etc. Donc ça prouve à quel point l'UFC pousse derrière Chimaev et veut que Chimaev combatte, hein. Parce qu'à mon avis, c'est pas pour Costa, si le combat est annulé et que c'était Chimaev qui pouvait pas combattre, je pense qu'on mettrait un mec à Costa comme ça. Mais Chimaev, je pense qu'ils veulent vraiment le tester par l'épreuve du feu, comme on dit. C'est assez intéressant. Puis du coup, c'est marrant, vous me dites que Ousmane est le backup. Imaginez que Costa ne combatte pas, Ousmane combat, et du coup, Bilal Mohamed, hier, j'en parlais, qui disait ouais, moi je veux prendre Ousmane si je prends pas le champion. Ah bah alors lui, pour le coup, c'est pareil, il sera aussi le grand perdant de la semaine. Mais bon, on n'en est pas là, on verra ce que ça va donner. Depuis quelques jours, je vous parle de Chandler et de McGregor. Je vous le dis, Chandler, il en peut plus. Je crois que Chandler, il a qu'une seule envie, c'est de mettre sa main sur McGregor et surtout de mettre sa main sur le paquet de pognon que ça va lui rapporter. Hier, il a tweeté qu'il a vu la visite de l'USADA aujourd'hui. Le timing est toujours parfait, on se voit bientôt. Bon, clairement, c'est une allusion. McGregor est rentré dans le pool USADA il y a 2 jours. Lui, il a un contrôle aujourd'hui. Il fait le parallèle, forcément. Franchement, moi, j'espère pour Chandler qu'il aura le combat. Au vu de sa carrière, il mérite de prendre beaucoup d'argent avant de se retirer. Il y a Aljamain Sterling qui a donné une interview. Et alors, des fois, je comprends pas trop ses sorties à Sterling. Là, il nous dit, oui, qu'en gros, O'Malley, c'est pas un knockout artiste. C'est pas vraiment un sniper, entre guillemets, comme nous on le dit. Regardez, il a pas mis KO tout le monde. Moi, vous allez me dire, ok, moi, il m'a mis KO. Oui, c'est vrai, mais moi, j'ai fait la même erreur que contre Marlon Moraes. Pour info, Sterling, il avait pris un violent KO sur un coup de pied, mais c'est plus le genou qui avait touché contre Moraes, sur une sorte d'entrée de takedown où il avait voulu se descendre au corps, je sais pas trop, je me souviens plus très bien, mais il s'était fait contrer. Il dit en fait c'est plutôt moi qui a fait une erreur que lui qui a fait le bon move. Moi je suis pas sûr, franchement là, pour moi O'Malley a aussi fait un très très bon move si lui a fait une erreur, et il dit en gros qu'il pense que ça marchera pas comme ça contre Vera, s'il y avait un rematch contre Vera, que ce serait différent. Moi, franchement, je trouve qu'O'Malley, quand même, il continue de progresser. Il a vraiment un bon timing, il est précis, il frappe vite, il frappe fort. Ouais, moi, je pense qu'on peut dire que c'est un sniper et que c'est un knockout artiste, hein. Il a le KO power dans les points. Forcément, tous ses combats ne se terminent pas par des KO, mais bon, voilà, tous les combattants, c'est pareil. T'as pas des mecs qui mettent que tout le temps des KO, c'est pas vrai. Même Ngannou, il a pas mis que des KO. La preuve avec Cyril Gane, il l'a pas fini. Derrick Lewis, il l'a pas fini. Et pourtant, Ngannou, Dieu sait qu'il frappe comme une brute, hein. Maintenant, on va passer à Gordon Ryan, la légende du grappling. Je vous en parlais cette semaine, il s'est entraîné avec John Jones. Il semblerait qu'il soit très présent dans le camp de John Jones. Et il a dit qu'il y avait beaucoup de similitudes entre John Jones et GSP, parce qu'il s'est aussi entraîné avec GSP, hein, très souvent. Il y a souvent eu des photos qui ont fuité, enfin qui ont été postées, c'est pas des fuites. Et il dit c'est un peu les mêmes, c'est pas les meilleurs. C'est les meilleurs nulle part, mais ils sont bons partout, très bons partout, et ils ont des très bonnes transitions. Alors c'est vrai que c'est le point fort de GSP, lui-même te le disait, et moi je suis le meilleur nulle part, mais je suis bon partout, puis je transitionne bien, et j'ai des bons game plans. John Jones, c'est vrai, c'est un peu pareil, mais je trouve que John Jones, parfois, il se sert pas assez de ça. Quand je repense à ses combats contre Thiago Santos, contre Anthony Smith, même contre Reyes, on pourrait dire, il est beaucoup resté debout, alors que c'était des gars qui étaient bons debout, il aurait peut-être pu essayer de lutter un peu plus. Parfois, il s'est un peu mis en difficulté, je trouve, John Jones. Alors après, il en tirait peut-être une certaine fierté, hein. Je me souviens, suite à son combat contre Thiago Santos, il avait dit oui, tout le monde me critique, mais je vous rappelle que je viens de faire 5 rounds contre un mec qui est l'élite du kickboxing.
Donc voilà, c'était du John Jones, on savait jamais vraiment ce qu'il pensait, mais j'ai trouvé que ce que dit Ryan est intéressant parce que le parallèle, savoir qui est le GOAT, il y a souvent GSP et puis Jones dans la discussion, donc là de savoir que les deux sont cités avec des points communs, c'est toujours intéressant. Ensuite, une petite minute, un peu de potin, je vais vous dire, mais vous allez voir, c'est intéressant. Il y a le journaliste James Lynch qui dit que Ali Abdelaziz, donc le sulfureux agent, il est agent de je ne sais combien de combattants à l'UFC, puis on sait que c'est un gars sulfureux, c'est un gars qui fait beaucoup parler de lui. Et bah James, il explique que quand il y a eu la conférence de presse du Bellator 300, il dit Ali Abdelaziz, il a essayé de m'impressionner et de m'empêcher de parler à ses combattants. Alors moi, je sais pas ce qu'il y a derrière l'histoire, mais connaissant Ali Abdelaziz, il suffit que James Lynch, un jour, et il dit quelque chose sur Ali Abdelaziz, et Ali Abdelaziz, il a envie de lui briser sa carrière, de bien le faire chier surtout, et du coup, il va tout faire pour pas qu'il parle à ses combattants. Bon, c'était marrant un petit peu à dire, et puis voilà, Ali Abdelaziz, honnêtement, je pense que je pourrais faire des chroniques très souvent sur lui, il y a souvent des choses qui sortent, même si dernièrement, il était plutôt calme. La semaine dernière, je vous ai parlé de la salle de spectacle The Sphere à Las Vegas. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous diffuse les vidéos. C'est une énorme sphère, c'est une salle de spectacle qui a été faite à Las Vegas. Et en fait, c'est que des écrans. À l'extérieur, c'est que des écrans, donc ils peuvent projeter ce qu'ils veulent, vraiment tout ce qu'ils veulent. Et à l'intérieur, c'est une salle énorme, pareil, avec des écrans partout sur les murs. C'est un dôme, donc sur les murs, sur le plafond. Et quand ils projettent, tu as l'impression d'être, peu importe où ils veulent t'emmener, ils t'y emmènent. Tu peux être dans le désert, tu peux être dans l'espace, peu importe. Et Dana White, il avait dit qu'il voudrait faire le prochain Independence Day mexicain là-bas, donc au mois de septembre 2024. Et là, cette nuit, il a remis une couche, il a dit, je vous jure, j'en rêve, je suis obsédé par ça, je vais le faire. Je vais faire un UFC là-bas, on va faire le plus grand événement des sports de combat que vous n'ayez jamais vu retransmis à la télé. Donc vraiment, moi, ça me donne beaucoup envie. Et puis c'est marrant, il y a un journaliste qui lui dit, ouais, apparemment, j'ai entendu dire que la boxe anglaise voulait aussi faire un événement. Et là, Dana White, moi, il leur a bien craché dessus, il dit, ah ouais, qui va faire ça en boxe anglaise? Eux, ils pensent qu'à leurs sous, ils n'ont pas les moyens de réserver la salle, personne ne va vouloir payer. La boxe anglaise, ils te mettent juste 2 superstars, ils prennent leurs sous, le reste de la carte, ils te mettent des mecs qui n'ont pas le niveau, et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, jamais ils mettront ce qu'il faut pour louer la salle. Alors il a dit que la salle, ça pouvait aller de plusieurs centaines de milliers de dollars à $1 million pour la louer. Et il a dit que le mois de septembre prochain, c'était bien, parce que ça leur laisse le temps de créer un truc de fou. Voilà, il a dit tout est bien là-bas, la salle, les éclairages et surtout l'audio. Et du coup, ça lui donne envie de faire le plus grand événement, pour le citer, le plus grand événement de sport de combat qu'on ait jamais vu. Donc moi, si c'est ça, je suis content. J'aime le MMA, ça va se passer en MMA, donc j'ai hâte de voir ça, je pense qu'on va en entendre parler. Et du coup, la transition est parfaite pour le moment box. Alors le moment box, il aura bientôt son jingle. Je pense que là, je suis en train de travailler dessus. J'ai envie de faire un truc sympa. J'ai envie, vous savez, toujours de faire évoluer un peu l'émission. Donc il y aura un petit jingle pour le moment box. Et c'est le prix du pay-per-view Tyson Fury Francis Ngannou qui sera à $79,99. Donc je sais pas, ça doit faire peut-être 65 €, un truc comme ça. Mais de toute façon, nous en France, je pense qu'on n'est pas concernés parce qu'à mon avis, nous, ça va être diffusé sur une chaîne, je pense, et j'espère qu'on pourra le voir, en tout cas sur une chaîne privée, bien sûr. Vous attendez pas à ce que ça passe sur TF1, à mon avis, c'est cuit. Mais voilà, c'est intéressant de le souligner. Ensuite, avant de passer à la minute auditeur, j'ai 2 petites vidéos drôles à vous faire voir. Enfin, drôles, ça m'a fait sourire. La première vidéo, vous la voyez, c'est Francis Ngannou qui a du mal à rentrer dans un magasin. Il force un peu sur la porte, il explose la vitre. Au début, je pensais que c'était un canular et j'ai vu des mecs dire mais non, c'est sûr, il tourne une pub ou quoi. Mais en fait, ça a été repris par plusieurs médias et personne parle de pub. Et puis donc j'ai vraiment l'impression que c'est arrivé. Ngannou, il l'avait dit dans ses interviews, quand j'étais gosse, j'avais déjà une grosse force. Quand je serrais les robinets, personne n'arrivait à les rouvrir. Voilà, pour le coup, c'est marrant, il a pété la vitre. Alors j'ai vu après que sur je ne sais plus quel compte, je crois que c'était MMA Elbow, un truc comme ça, qui disait qu'en fait il a accepté de payer forcément les réparations, puis qu'à la fin ils ont fait une photo avec le propriétaire. Mais j'ai trouvé ça assez drôle. Et la deuxième, alors là c'est vraiment une info lunaire, c'est une fédération de MMA au Chili. Donc voilà, j'ai été voir leur Instagram, ils disent qu'ils sont une grosse organisation au Chili, qui font combattre des combattants chiliens et internationaux. Et ils étaient diffusés à la télé, et puis pour faire plaisir à leur public, ils ont mis une fausse image de dragon qui survole la cage. Alors sur les réseaux, ça a été beaucoup moqué, les gens disent que c'est très mal fait. Moi en vrai je trouve ça marrant, tu vois, t'es chez toi, tu regardes ton événement, puis d'un seul coup il y a un dragon qui passe. Alors je sais pas s'ils l'avaient annoncé ou si c'était la surprise, mais voilà, ça amène un peu de folklore. Après j'ai pensé ça peut leur permettre peut-être de faire parler d'eux. Déjà moi j'en parle, donc ça marche un petit peu. Moi je suis un petit média, donc ça compte pas vraiment, mais voilà. Mais par contre, par exemple s'ils veulent être diffusés sur le Fight Pass un jour, pourquoi pas, si ça fait parler d'eux, l'UFC peut dire tiens c'est quoi ça, on va regarder, tu vois, ça peut ouvrir des portes de faire ça. Le Fight Pass, pour ceux qui savent pas, c'est comme Netflix mais pour les sports de combat, et c'est géré par l'UFC, et puis ils passent des combats de l'UFC mais aussi des combats d'autres organisations, des reportages, etc. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, et maintenant on va attaquer la minute auditeur.
Alors déjà, merci à Benoît et à Benlam de m'avoir mis au courant pour Kamaru Usman, qui serait le backup en cas de blessure pour Chimaev Costa. J'en avais vraiment pas entendu parler, donc merci à vous d'avoir participé. Ensuite, il y avait David qui disait oui, je pense que Costa il bluffe. Donc là, je t'ai un peu répondu, hein. Franchement, en réalité, j'y ai repensé quand tu me l'as dit. Je me suis dit, c'est vrai que Costa a vu le personnage. Ça aurait été possible qu'il bluffe. Et maintenant que Dana White s'est exprimé, franchement, j'y crois un peu moins quand même, hein. Après, il y avait la petite frappe qui me disait Lewis, il est tellement imprévisible que j'ai peur qu'il n'arrive pas à préparer puis qu'il fasse une performance vraiment minable. Alors franchement, c'est le risque, hein. Même s'il est bien préparé, déjà, ça va être dur. Mais là, tu vois, il prend le fight avec un mois. Peut-être qu'il avait pris beaucoup de poids parce qu'on sait que son dernier combat, Lewis, il avait bien perdu. Il avait dit, vous allez me voir avec des abdos. Et c'est vrai qu'il arrive à la peser avec des abdos. Là, s'il n'avait pas de combat de prévu, il avait peut-être refait du gras un mois pour cutter. Faudrait pas non plus qu'il tape trop dans la caisse, hein. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir, mais c'est sûr que c'est quand même intriguant. Et puis Patrick, pareil, je vous parle souvent de lui, il participe à chaque fois. Il a soulevé un point intéressant là. Il me dit ouais, tu sais, je t'ai parlé des athlètes russes, est-ce qu'ils sont bien testés à Abu Dhabi, etc. Mais c'est vrai, en Russie, comment ça se passe? Parce que l'USADA c'est mondial, mais l'USADA c'est américain. Est-ce qu'ils continuent à bosser en Russie? Moi, je sais pas vraiment. J'aimerais bien avoir l'info. Je pense qu'il y a peut-être des sociétés russes qui sont payées par l'USADA pour tester les athlètes, et je pense que ça marche comme ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir parce que ça se trouve la Russie a peut-être renvoyé certaines entreprises américaines depuis le début du conflit, on ne sait pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Bon, j'ai tendance à croire qu'il y a quand même des contrôles qui soient faits. Après, il y a beaucoup de combattants russes aussi qui viennent s'entraîner aux États-Unis, notamment, ou peut-être aussi qui font des camps à l'extérieur, donc qui sont testés à ce moment-là. Après, c'est vrai que s'ils sont testés que 15 jours avant le combat, quand ils arrivent aux États-Unis, c'est pas vraiment juste pour les autres, mais je pense moi qu'il y a des choses qui sont mis en place quand même. En tout cas, je l'espère. Et le dernier truc, c'est Andy Gavo, qui me dit, parce que j'ai parlé de Ken Velasquez, qui pense que Stipe Miocic va amener de la menace pour John Jones, que ça va pas être un combat facile. Moi, je suis d'accord avec lui. Et puis Andy me dit ouais, mais oublie pas que Ken Velasquez c'est vraiment un très grand pote de Daniel Cormier. C'est vrai, les deux ils sont super potes, et que Daniel Cormier il déteste John Jones. Alors peut-être qu'il dit ça pour aller piquer un peu John Jones. C'est pas faux. Alors moi franchement je pense que peut-être qu'il dit ça pour embêter John Jones, mais je pense qu'il le pense. C'est vrai quand même ce qu'il a dit. Mais ouais, peut-être que ça pèse un peu dans la balance. Et puis surtout pour les gens qui étaient pas au courant de l'amitié entre Ken Velasquez et d'ici, c'est bien d'avoir tous les éléments pour pouvoir se faire son propre opinion. Écoutez, on arrive au bout de cet épisode, ça a été beaucoup pris forcément par l'UFC Abu Dhabi, et plus on s'en rapproche, plus on va en parler. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, et surtout à commenter. Et puis on fait comme d'habitude, la minute auditeur, je vous réponds, on se fait un petit débrief ensemble. Allez, passez une bonne soirée, à demain 17h, salut.